Quand l'opposition devient une décoration, que reste-t-il de la démocratie? Mes frères et sœurs kenyans, aujourd'hui, nous allons explorer une question qui dérange. Et si l'éviction d'Edwin Sifuna du mouvement démocratique Orange n'était pas simplement un affrontement politique interne, mais la manifestation d'une stratégie sophistiquée visant à transformer l'opposition kenyane en simple décor? Restez bien attentifs, car ce qui se joue ici dépasse le sort d'un seul homme. Il s'agit de l'avenir de votre pouvoir collectif, du sens même de votre vote, du droit d'influencer la direction de votre pays. Dans cette analyse, nous allons nous inspirer des mouvements révolutionnaires africains, en particulier du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré, pour dévoiler comment des techniques de capture institutionnelle menacent l'essence du pluralisme politique au Kenya. Ici, pas de discours officiel ni de langue de bois, juste une réflexion stratégique, panafricaine, pour ceux qui refusent de se contenter de la propagande. Avant d'aller plus loin, faites une action simple mais puissante. Abonnez-vous à cette chaîne si, comme moi, vous valorisez la vérité devant les récits fabriqués. Et je veux lire vos expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà observé ce schéma dans votre pays? Quand l'opposition devient le théâtre du pouvoir, quand la résistance se limite à un jeu de rôle, il faut sonner l'alarme. Partagez cette vidéo à tous les Kenyans qui croient que la démocratie, c'est le choix réel. Car si nous ne restons pas vigilants, nous pourrions tous perdre la seule vraie alternative, et avec elle, la possibilité de changer le système. Alors, pourquoi l'affaire Edwin Sifuna est-elle si critique pour le Kenya? Plongeons ensemble dans cette histoire et découvrons pourquoi comprendre ce qui s'est passé est essentiel pour préserver la démocratie kenyane. 9 ans de loyauté sont-ils effacés en un instant? Voilà la question qui hante aujourd'hui tous ceux qui croient encore à l'intégrité de l'opposition kenyane. Pour comprendre ce qui s'est joué autour d'Edwin Sifuna et du mouvement démocratique Orange, l'ODM, il faut remonter à l'histoire récente d'un parti emblématique, longtemps porté par son fondateur, Raila Odinga. L'ODM, c'est le fruit de luttes acharnées pour la démocratie, le symbole de la deuxième libération du Kenya, un mouvement qui promettait de défendre le peuple, de s'opposer à toutes les compromissions, de refuser la soumission silencieuse face au pouvoir. Et au cœur de ce combat, Edwin Sifuna. Pendant près d'une décennie, il a été la voix de la fidélité aux principes, l'allié indéfectible de Raila. 9 ans d'engagement sans faille, 9 ans à incarner l'espoir d'une opposition authentique, capable de dire non, de résister là où d'autres auraient cédé aux sirènes du confort politique. Mais tout bascule le 15 octobre 2025, avec la disparition de Raila Odinga. Le leader charismatique n'est plus, et l'atmosphère à l'intérieur de l'ODM change brusquement. En quelques semaines, les équilibres internes sont bouleversés, et ceux qui, comme Sifuna, refusent de trahir l'héritage du fondateur, sentent le vent tourner. C'est dans ce climat troublé que se tient, le 11 février 2026 à Mombasa, cette fameuse réunion du Conseil exécutif national, le NEC, qui va sceller le sort de Sifuna. Devant une assemblée tendue, on lui reproche une conduite jugée inacceptable. Mais de quoi s'agit-il exactement? Pas de corruption, pas de vol, pas de fait précis, juste une formule floue, un mot commode pour masquer l'absence totale de preuves. Aucun dossier circonstancié, aucune enquête interne, aucun débat contradictoire. En réalité, tout s'est joué bien avant la réunion officielle. Des messages WhatsApp, des textos furtifs échangés entre les nouveaux alliés du pouvoir, des consignes glissées dans l'ombre et la décision déjà arrêtée. Aucune défense n'est possible. En quelques minutes, 9 années de loyauté sont balayées d'un revers de main. À la place de Sifuna, on installe Catherine Omagno, dont la nomination avait été préparée depuis des jours, voire des semaines, bien avant que le Conseil ne se réunisse. Le simulacre est complet. On feint le débat, on simule la concertation, mais le sort de l'opposant est décidé en coulisses, loin des regards, loin des adhérents, loin du peuple. Et ce n'est pas un simple épisode de rivalité personnelle. Ce qui s'est produit à Mombasa, c'est la démonstration d'une méthode bien plus dangereuse, la capture, de l'intérieur, de ce qui restait du contre-pouvoir. On ne se contente plus d'écraser l'opposition par la force ou la répression ouverte, comme autrefois. Non,
la stratégie est plus subtile, plus insidieuse. On neutralise, on isole, on expulse les voix indépendantes. On transforme les partis d'opposition en figurants dociles, en satellites du pouvoir. Le pluralisme, lui, devient une façade, une mise en scène soigneusement orchestrée. Ce qui est en jeu ici dépasse le simple sort d'un homme, ou même d'un parti. C'est la confiance des citoyens dans leurs institutions qui vacille. Comment croire encore à la promesse du vote libre, à la possibilité de choisir son avenir, quand les décisions sont prises à huis clos, quand la parole dissidente est éliminée sans procès? Petit à petit, le risque, c'est la banalisation de l'abus de pouvoir, l'idée que l'on peut détruire une carrière, un combat, une fidélité, sans rendre de compte à personne. Cette logique, si elle devient la norme, ne menace pas seulement l'ODM, mais toutes les forces démocratiques du Kenya. Alors, comment en est-on arrivé là? Derrière cette éviction expéditive, derrière cette opération de façade, se cachent des méthodes dignes d'une capture autoritaire. Mais comment ces pratiques s'installent-elles aussi discrètement, presque invisiblement, au cœur même de l'opposition? C'est ce que nous allons décrypter tout de suite. Quand les procédures deviennent des outils d'exclusion, qui protège encore la démocratie? Voilà la vraie question qui se cache derrière l'éviction d'Edwin Sifuna du mouvement démocratique Orange. Ce n'est pas juste un règlement de compte interne, ni une simple erreur dans la gestion d'un parti. C'est le symptôme d'un mal plus profond, la capture institutionnelle, où les règles ne servent plus à protéger l'équité et la pluralité, mais à éliminer, à neutraliser, à rendre inoffensive toute alternative réelle au pouvoir en place. Regardons les faits. Le 12 février 2026, le tribunal des partis politiques intervient. Il suspend l'expulsion de Sifuna, dénonçant une procédure entachée d'irrégularités flagrantes, notamment la violation de son droit à la défense. En clair, même ce tribunal, pourtant habitué à naviguer dans les eaux troubles de la politique kenyane, constate que l'ODM a piétiné sa propre constitution et la loi du pays pour se débarrasser d'un homme devenu gênant. Pas de vraies preuves, aucune charge fondée présentée. Les accusations de corruption et d'abus de pouvoir lancées contre Sifuna ne tiennent pas debout, et il l'a dit haut et fort, qu'on apporte les preuves devant la justice, qu'on le juge à la lumière de 9 années de service, et surtout, qu'on le juge face au peuple, pas dans les couloirs fermés du pouvoir. Pourquoi tant de précipitation? Pourquoi ignorer les procédures les plus élémentaires? Parce qu'un homme de principe est dangereux pour un système fondé sur les compromis opaques. Parce qu'une voix indépendante menace la machine du consensus forcé. Parce que, comme on l'a vu au Burkina Faso, les systèmes fragiles craignent ceux qui osent incarner la résistance, la vérité et l'intégrité quand tout le monde préfère la facilité du silence. Mais attention, ce n'est pas seulement une question de personnes. Les stratèges du pouvoir ne visent pas l'homme, mais ce qu'il représente. Supprimer Sifuna, c'est envoyer un message. À tous ceux qui pensent encore que l'opposition doit être indépendante, que la démocratie doit rimer avec alternance, voilà ce qui vous attend. Vous vous opposez vraiment? Vous perdez tout. Vous gardez votre indépendance? Vous êtes banni. Le timing n'a rien d'anodin. 4 mois après la mort de Raila, alors que les structures de l'ODM sont fragilisées et que les fidélités s'étiolent, on profite de la période de flottement pour remodeler l'institution de l'intérieur. C'est là que la capture institutionnelle opère, quand les racines sont encore mouvantes, quand la vigilance faiblit. Comment ça se passe concrètement? D'abord, les décisions majeures sont prises bien avant que les instances démocratiques du parti ne se réunissent. Le comité exécutif national sert de décor. Les jeux sont faits en coulisses, et la réunion n'est qu'une pièce de théâtre pour donner une couleur démocratique à une décision déjà actée. Ce n'est pas la démocratie, c'est sa parodie. Ensuite, on observe une autre tendance inquiétante, la cooptation des opposants. On promet des postes, on invite à la table du pouvoir, on fait mine d'inclure, mais en vérité, on désamorce toute velléité de résistance. Des réunions de l'ODM sont soudainement reportées sous prétexte de médiation, tandis que les dirigeants du parti sont aperçus à la State House en pleine discussion avec le président Ruto. Ce rapprochement trouble brouille la frontière entre dialogue et soumission.
car il y a une différence fondamentale entre consulter le gouvernement et recevoir ses ordres. Quand l'opposition commence à négocier sa survie avec le pouvoir, quand les décisions cruciales pour l'avenir du parti se prennent plus à la présidence qu'au sein des instances militantes, il ne reste plus grand-chose de l'opposition, si ce n'est le nom. Et ce n'est pas qu'une impression. Les allégations d'ingérence du président Ruto dans les affaires de l'ODM se multiplient. Ce n'est plus l'opposition qui s'organise pour être une alternative, mais le pouvoir qui façonne une opposition de façade, docile, incapable de représenter une menace sérieuse à son autorité. C'est exactement le piège de la capture institutionnelle moderne. Garder la façade du pluralisme, tout en s'assurant, dans les faits, que le choix des électeurs ne change jamais rien. Ce mécanisme, il est insidieux parce qu'il donne l'illusion que la démocratie fonctionne encore. Les élections ont lieu, les partis existent. Parfois même, ils crient fort à la télévision. Mais lorsque la pluralité se réduit à une mise en scène, que l'alternance est impossible, que la véritable opposition est éliminée ou domestiquée, alors le vote du citoyen ne pèse plus rien. C'est la confiscation silencieuse du pouvoir populaire. Si nous acceptons ces méthodes, si nous fermons les yeux par lassitude ou cynisme, nous risquons de laisser à nos enfants une démocratie creuse, où le choix est un mirage et où l'avenir s'écrit sans nous. Mais ce n'est pas qu'une histoire kenyane. Ce scénario, les procédures manipulées, les opposants neutralisés, la subordination à l'exécutif, l'Afrique l'a déjà vécu. Le Burkina Faso, entre autres, nous offre un miroir, une leçon et un avertissement. Quels enseignements tirer de leur expérience révolutionnaire et comment le Kenya peut-il éviter de tomber dans le même piège? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Reprendre le contrôle, est-ce possible? Le Burkina Faso l'a prouvé. Souvenons-nous. Après la mort de Sankara, la capture des institutions a plongé le Burkina Faso dans des décennies de confiscation démocratique. Institutions aux ordres, partis d'opposition transformés en figurants, ressources pillées à huis clos. Mais ces dernières années, avec l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré et d'une nouvelle génération, le peuple burkinabé a démontré qu'il était possible de renverser la vapeur. Ils n'ont pas accepté qu'une opposition docile serve simplement d'alibi au pluralisme. Ils ont réclamé, puis imposé, une rupture, une souveraineté retrouvée, un contrôle effectif des ressources et surtout une opposition qui parle et agit au nom du peuple, non des élites. Regardez les résultats. En 2025, le Burkina Faso a prévu de produire officiellement 94 tonnes d'or. Mais cette fois, la différence est majeure. Ce n'est plus l'or extrait dans l'ombre par des multinationales étrangères ou évacué via des accords néocoloniaux. Non. Cet or est désormais raffiné dans des usines ouvertes par l'État, vendu selon les termes fixés par le peuple burkinabé, et les revenus servent à bâtir des écoles, des hôpitaux, des routes. On ne parle plus ici de slogans, on parle d'actes concrets, de richesses qui restent sur place, de décisions prises localement. C'est la souveraineté en pratique, pas sur papier. Pourquoi ce parallèle avec le Kenya? Parce qu'Edwin Sifuna, ce qu'il défend au sein de l'ODM, c'est précisément cette vision. Un parti qui sert le peuple, pas un cercle d'intérêt. Son éviction brutale, ce n'est pas un simple jeu de chaises musicales ou un règlement de compte entre politiciens. C'est une manœuvre pour empêcher l'émergence d'une véritable alternative, pour verrouiller l'opposition et empêcher qu'elle ne se reconnecte aux aspirations populaires. En éliminant l'un des rares leaders indépendants, on cherche à achever la capture institutionnelle, à neutraliser un mouvement qui pourrait, justement, renverser la logique actuelle de compromis entre élites. Mais l'histoire récente du Burkina Faso nous montre que rien n'est figé. Même quand tout semble perdu, même quand les institutions semblent cadenassées, il existe une fenêtre d'opportunité. Pour le Kenya, cette fenêtre s'est ouverte à l'heure où le leadership de Raila touche à sa fin. La période post-Raila, c'est un carrefour. Soit l'opposition est définitivement cooptée, transformée en simple accessoire du pouvoir, soit elle retrouve son âme, portée par des gens comme Sifuna, et se refonde en véritable voix du peuple. C'est ici que tout se joue. À ce stade, chaque citoyen doit mesurer ce qui est en jeu. Ce n'est pas la carrière d'un homme, ni même l'avenir d'un seul parti. C'est la possibilité, pour vous,
d'avoir un réel choix. C'est l'intégrité de votre vote, la capacité d'influencer la direction de votre pays, l'avenir économique et social de vos enfants. C'est votre pouvoir collectif, ce temps que vous donnez à la nation, cet héritage démocratique que vous souhaitez transmettre. Si la capture institutionnelle réussit, le Kenya glissera dans une cooptation totale, où tout paraît pluraliste, mais où, en réalité, l'opposition n'oppose plus, ne propose plus. Mais si la société se mobilise, si les citoyennes et citoyens, inspirés par l'exemple burkinabé, exigent une autre voie, alors une refondation est possible. Une opposition authentique peut renaître, une souveraineté populaire peut s'imposer. La question n'est donc plus de savoir si la capture institutionnelle est en cours, mais ce que chacun est prêt à faire pour y répondre. Parce que rien n'est jamais inéluctable. L'histoire africaine l'a prouvé, et le Kenya a encore la capacité d'écrire la sienne. À chaque carrefour, il y a un choix à faire, entre l'illusion du pluralisme et la conquête d'une démocratie réelle, entre l'indifférence et l'engagement, entre subir ou reprendre la main. Mais la résistance est possible. Comment Sifuna et ses soutiens réagissent-ils et que peut faire chaque citoyen? La résistance commence à la base. Que pouvez-vous faire maintenant? C'est la question la plus urgente et c'est aussi la plus puissante. Parce que l'expulsion d'Edwin Sifuna n'est pas la fin de l'histoire, c'est peut-être le début d'un vrai réveil citoyen. Regardons d'abord la réaction de Sifuna lui-même. Il n'a pas cherché à négocier dans les couloirs, ni à vendre son silence. Au contraire, il a choisi de retourner à la base, d'organiser le rassemblement de Kitengela le 15 février 2026. Ce n'est pas rien. Quand on est banni par la hiérarchie, il serait facile de se résigner, de s'éloigner. Mais Sifuna a compris une chose essentielle. Le pouvoir appartient au peuple, pas aux dirigeants. Un mouvement ne s'efface pas par SMS, ni par des procédures administratives. Tant que la base reste mobilisée, aucun appareil, aussi sophistiqué soit-il, ne peut tuer une idée dont le peuple s'est emparé. Alors, concrètement, que pouvez-vous faire à votre niveau? La première piste d'action, c'est de vous informer et d'exiger des preuves. Ne laissez personne, qu'il soit puissant ou populaire, occuper tout l'espace du récit. Quand on accuse Sifuna d'extorsion, demandez les preuves. Quand on parle d'unité du parti, interrogez. L'unité de qui, pour servir quel objectif? Quand on invoque la coopération, exigez qu'on distingue coopération et soumission. Si vous abandonnez la vigilance, d'autres écriront l'histoire à votre place. Mais si vous exigez de la transparence et la confrontation des faits, vous empêchez que la vérité soit noyée sous les slogans. Deuxième axe, soutenez les leaders intègres. Trop souvent, ceux qui refusent de se plier disparaissent dans l'indifférence. Mais quand un leader défend des principes, quand il paie le prix de l'indépendance, il ne doit jamais avoir à douter du soutien populaire. Même si vous n'êtes pas d'accord sur tout, soutenez ceux qui défendent votre droit au choix, car aujourd'hui c'est Sifuna, demain ce sera peut-être n'importe quel autre qui tente de s'opposer à la capture du système. Il ne s'agit pas d'idolâtrer, mais de reconnaître la valeur de l'indépendance et d'exiger qu'elle soit protégée. Troisième piste, organisez la résistance à la base. Le vrai pouvoir ne réside pas dans les bureaux de Nairobi, mais dans les villages, les quartiers, les écoles, les marchés. C'est là que naissent les mouvements invincibles. Vous l'avez vu au Burkina Faso, leur révolution n'a pas abouti parce qu'une poignée de généraux a tenu tête, mais parce que le peuple n'a jamais rompu le lien avec ses leaders. Quand ils ont décidé de reprendre la maîtrise de leur or, beaucoup les ont traités de rêveurs. Quand ils ont expulsé des diplomates étrangers ou changé la destination des ressources, on les a qualifiés d'irresponsables. Mais ils sont restés fidèles à la base. Ils ont transformé la souveraineté en actes concrets. Aujourd'hui, leurs écoles sont construites par et pour leur jeunesse. Leurs ressources financent leur développement. Ce n'est pas un modèle à copier aveuglément, mais une inspiration. Tant que le peuple reste acteur, aucune stratégie de capture ne peut réussir totalement. Ce qui se joue aujourd'hui au Kenya, c'est un précédent. Si cette tentative de neutralisation de l'opposition passe sans résistance, demain il n'y aura plus d'alternative réelle. Le pluralisme ne sera plus qu'un décor, votre droit de vote une illusion, votre avenir confisqué.
Mais si vous agissez, si vous vous informez, si vous soutenez ceux qui résistent, si vous organisez à la base, alors vous pouvez préserver l'indépendance de l'opposition, et donc le choix démocratique. Rappelez-vous, la passivité cautionne la mort de la démocratie. Mais l'organisation, la vigilance, la solidarité peuvent sauver non seulement l'indépendance d'un parti, mais la substance même de votre pouvoir collectif. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de défendre un homme, un siège, une faction. Il s'agit de défendre la possibilité même d'une alternative, de refuser que vos enfants héritent d'un système verrouillé. La suite est entre vos mains, et c'est là que tout commence. Reste à conclure. Comment chacun peut agir, et pourquoi il ne faut surtout pas attendre. L'histoire retiendra votre choix. L'avenir ne s'écrit que par ceux qui agissent. Ce qui se joue aujourd'hui autour de l'éviction d'Edwin Sifuna de l'ODM, ce n'est pas un simple épisode de querelles internes ou de lutte d'ego entre politiciens. Non. C'est bien plus profond, bien plus grave. C'est un miroir tendu à tout un peuple, à toute une génération, celle qui doit décider si elle accepte que sa démocratie devienne une façade, ou si elle se dresse face à une stratégie de capture institutionnelle dont le but ultime est de priver le Kenya de toute véritable alternative politique. L'indifférence, c'est le terrain fertile où germent toutes les dérives. L'engagement, c'est la seule barrière qui protège nos droits, notre voix, notre avenir collectif. Regardons la réalité en face. Ce qui s'est passé au Burkina Faso ces dernières années, c'est la preuve vivante qu'un peuple uni, enraciné dans ses réalités, peut faire basculer la trajectoire d'un pays tout entier. Là-bas, la souveraineté n'est pas devenue un slogan creux, mais une réalité tangible, arrachée par la détermination d'hommes et de femmes qui ont refusé d'abandonner leur destin aux mains de quelques-uns. Ils ont osé reprendre le contrôle de leurs propres ressources, réinventer leurs priorités, affronter les critiques et les menaces venues de l'intérieur comme de l'extérieur. Ils ont montré que l'émancipation politique commence là où la capacité de résister à la normalisation s'enracine. Au Kenya, aujourd'hui, la tentation est grande de tourner la tête, de laisser les chefs gérer leurs affaires pendant que nous poursuivons nos vies. Mais souvenez-vous, chaque fois que l'on capitule devant l'injustice, chaque fois que l'on ferme les yeux sur la manipulation des institutions, chaque fois que l'on laisse une voix indépendante être muselée sans réagir, c'est un morceau de notre pouvoir collectif qui disparaît. Ce n'est pas seulement le sort d'Edwin Sifuna qui se joue, mais celui de tous ceux qui oseront, demain, défendre une autre vision, une option nouvelle, un espace d'expression libre au sein du paysage politique. Rappelez-vous l'héritage de figures comme Ringo, qui ont refusé de trahir leurs convictions même quand les pressions étaient immenses. Aujourd'hui, certains tentent déjà de réécrire son histoire, d'utiliser sa mémoire pour justifier les compromis qu'il a justement toujours rejetés. Mais c'est à vous, membres de la base, militants ordinaires, jeunes qui rêvaient d'autre chose que de la politique des élites recyclées, de décider si cet héritage sera trahi ou prolongé. Vous avez, entre vos mains, le pouvoir de préserver l'âme de l'ODM, de défendre son indépendance, de garantir que les sacrifices du passé n'auront pas été vains. Edwin Sifuna, ce n'est pas seulement 9 ans de service discret, pendant que d'autres chassèrent les honneurs. C'est la preuve qu'il existe encore des hommes prêts à tout perdre plutôt qu'à renier leurs principes. Jugez-le à la loyauté de ceux qui se dressent à ses côtés, prêts à risquer leur propre carrière pour défendre une idée. Jugez-le aussi à la violence de ceux qui veulent l'abattre sans jamais apporter la moindre preuve, à la rapidité avec laquelle on a piétiné les procédures pour l'écarter. Vous connaissez la vérité. Quand les voleurs crient le plus fort, c'est souvent parce que la justice n'est pas de leur côté. Ce qui se passe aujourd'hui est un test. Un test pour la démocratie kenyane, mais aussi pour la capacité de l'Afrique à résister à la capture de ses oppositions. Si vous laissez faire, si vous vous réfugiez dans le silence ou le cynisme, vous deviendrez un cas d'école. Celui d'un peuple qui a vu ses choix se réduire à des illusions et qui n'a rien fait. Mais si vous vous engagez, si vous exigez des comptes, si vous organisez la résistance, localement, dans vos communautés, sur les réseaux sociaux, dans les tribunaux, partout où la démocratie se défend, alors le Kenya deviendra le contre-exemple, la preuve vivante que l'Afrique n'est pas condamnée au simulacre démocratique. N'oubliez jamais, la démocratie meurt dans le silence et l'indifférence.
mais elle renaît dès que les citoyens refusent la résignation. Elle se renforce chaque fois qu'une personne ordinaire dit non à l'injustice, chaque fois qu'une voix s'élève pour réclamer la vérité, chaque fois qu'une action, même modeste, bouscule le cours des choses. Edwin Sifuna a fait son choix. À vous de faire le vôtre. Le monde regarde. L'Afrique entière regarde. Ce sont vos enfants qui, un jour, demanderont « Qu'as-tu fait pour défendre la démocratie ?» Si cette analyse a éveillé votre conscience, abonnez-vous maintenant à cette chaîne pour rejoindre une communauté qui va plus loin que les gros titres. Partagez cette vidéo avec chaque Kenyan qui croit que la démocratie doit rimer avec véritable choix. Dites-moi en commentaire ce que vous êtes prêts à faire. Assisterez-vous au prochain meeting? Soutiendrez-vous le recours juridique? Allez-vous organiser autour de vous pour défendre l'indépendance des partis? Et cliquez sur « J'aime » si vous pensez qu'Edwin Sifuna mérite, au minimum, une procédure équitable. Votre engagement, ce ne sont pas que des statistiques. C'est une prise de position. Les citoyens africains n'accepteront plus la capture silencieuse de leur démocratie. L'Afrique se relève. Et le Kenya doit faire partie de cette renaissance. Merci d'avoir regardé. À vous d'agir.